Bonjour. La rencontre aujourd'hui va nous permettre de parler du FCC, Front du Congo, qui depuis un certain temps est un peu calme, pour ne pas dire anesthésié par tout ce qui s'est passé avec l'Union sacrée. Au sein du FCC, il y a le centre, le parti de Germain Kambinga, qui a proposé il y a quelques temps plutôt une voie autre que ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire un dialogue entre les protagonistes pour mieux baliser l'avenir. Mais il y a aussi l'actualité qui est caractérisée par l'opposition électorale avec la désignation de cette présidence de la CENI qui pose problème. Maintenant que la plupart des protagonistes ne semblent pas envoyer leurs éléments au niveau de la plénière, qu'est-ce que les politiques font? Et surtout la jeunesse congolaise, qu'est-ce qu'elle propose quant à ça? Parce que notre invité du jour est porte-parole de ces groupes, ces regroupements, ce qu'on appelle le centre aujourd'hui. Il est médecin, mais également il a été pendant longtemps président de la Ligue des jeunes. Exactement. Rodrigue Mwamba. Merci de me recevoir. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être reçu. Bienvenue. Question... on a intitulé cette émission « À quoi sert le centre aujourd'hui ?» Parce que d'un côté, il y a l'IDPS aujourd'hui, avec toute la mosaïque Union Sacrée. De l'autre côté, il y a l'Amouka avec Fayoulou. Et puis, il y a vous. Et dans FCC, il y a les centres. C'est quoi les centres? Le centre, permettez-moi que je fasse quand même un petit historique, parce que nous débutons en 2017, lorsque le mouvement est lancé par Germain Kambinga. À l'époque, il y avait une crise du fait que les élections ne s'étaient pas tenues en 2016. Et cette crise était entre d'un côté la majorité, à l'époque la majorité présidentielle, et l'opposition. Et tous se disputaient, ou alors l'opposition réclamait qu'il y ait les élections, et le respect de la Constitution, alors que la majorité estimait que, faute de moyens, il n'y avait pas eu élection, mais que la Constitution allait être respectée. C'est dans ce contexte-là que nous naissons, et nous avions pensé à l'époque que puisque les deux camps tendaient vers les extrêmes, parce qu'il y avait certains à la majorité qui criaient au Oumela, et que le président Joseph Kabila reste éternellement à la tête du pays, d'autres qui ne juraient que par la transition sans Kabila, nous avions pensé à l'époque que ces positions extrémistes ne pouvaient pas nous emmener vers des lendemains sûrs pour notre pays. Alors nous avons plutôt proposé que chacun mette l'eau dans son vin au travers d'un nouveau dialogue, après celui de la Cinco, mais qui ne s'est pas tenu. Malgré ça, nous sommes allés aux élections. Alors, après ce contexte-là, que devient le centre? Le centre, c'est un mouvement idéologique, tout simplement, qui, en peu de mots, consiste en une quête permanente devant les problématiques de la société, à toujours avoir un consensus. Oui, mais voilà. Les centres, oui, mais FCC a perdu l'élection présidentielle, le FCC a perdu maintenant la majorité au Parlement. Vous êtes devenu quasi inaudible, les FCC. Germain Kambinga a fait une sortie il n'y a pas longtemps pour proposer encore une fois le dialogue. Est-ce que vous n'avez pas envie, besoin de vous retrouver dans les institutions, comme vous l'avez fait en 2017, vous voulez le faire cette fois-ci? Quand on va aller au dialogue, c'est le poste que vous visez. Je pense qu'il faut être plutôt présenté comme ça, c'est assez simpliste. Je caricature, hein? Parce que, justement, c'est ce que les gens comprennent par là. Non, je pense que la situation est beaucoup plus sérieuse que ça. Voyez-vous, il y a une impasse certaine par rapport à la désignation des membres de la CENI. Ce que nous pensons, c'est que la loi organique qui organise le fonctionnement de la CENI porte en elle-même déjà les germes de cette impasse-là. Donc, à partir on n'avait pas participé à la loi. Justement, nous n'avons pas La loi a été proposée, la commission PAJ a travaillé, Exactement. Vous n'avez pas proposé des amendements, vous n'avez pas jeté l'opprobre sur la loi qui a été validée par le Parlement. Non, pas du tout. Écoutez, nous ne sommes pas au Parlement. Donc notre apport à nous, c'est dans le débat public. Parlement. Je veux dire le centre, parce que cette proposition, je précise, n'est pas la proposition du FCC. Quand bien même le FCC lui-même cherche un consensus avant d'envoyer même ses propres représentants à la CENI. Donc nous, en dehors de la proposition du FCC, nous avons une particularité au centre, c'est d'essayer finalement de trouver un consensus général
à tout prix. Enfin, je vais dire, c'est ça notre priorité. Donc, il y a un vrai problème qui n'est pas simplement un problème d'obtention de poste. D'ailleurs, lorsque nous avons fait cet appel le 12 juillet, nous avions très bien dit qu'il ne s'agit pas d'une recherche de poste. Parce que nous pensons que le gouvernement Samalou Kondé doit continuer, au moins jusqu'en 2023, pour s'occuper du social de la population. S'il y a dialogue, il va continuer le gouvernement Samalou Kondé dans la forme actuelle? Le dialogue en question, je voudrais le préciser. Il vise sur quoi? Lorsque nous faisons notre appel le 12 juillet, nous nous référons au discours du président de la République, le 24 janvier 2019. Parce qu'à l'époque, il reconnaissait que les Congolais étaient divisés et qu'il a lancé l'idée de pouvoir réunir les Congolais au travers d'un forum de réconciliation et de paix. C'est vrai que les Congolais sont divisés et qu'il y a une telle montée de tribalisme d'un côté, beaucoup de foyers de tension, et il est important qu'avant les élections de 2023, qui sont un moment d'acutisation extrême de toutes ces crises dormantes, que les Congolais soient unis, que les Congolais voient dans la même direction. C'est pourquoi nous avons fait un appel au président de la République pour lui rappeler sa promesse du forum sur la réconciliation et la paix. Maintenant qu'il y a un problème, une impasse qui s'installe dans la constitution de la CENI ou des animateurs de la CENI, nous pensons que c'est le moment par excellence de convoquer ce forum pour mettre les Congolais ensemble. Donc vous voulez qu'on mette en veilleuse ce qui a été décidé au niveau de la CENI, ou plutôt des confessions religieuses, parce qu'aujourd'hui les PV ont été envoyés au niveau du Parlement. On attend la commission paritaire pour peut-être envoyer tout cela en PAJ, mais la question que moi j'aimerais bien, à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est l'impasse dont vous parlez. Parce que tout est en processus là. Non, pas du tout, il y a une impasse. Les procès-verbaux qui ont été déposés au niveau de l'Assemblée nationale, il y en a deux. Il y en a un signé par 8 confessions religieuses qui fait état d'un manque de consensus, donc il n'y a pas eu de candidat. Il y en a un autre signé par 6 autres confessions religieuses, le même scénario que celui contesté sur Ronsard Malonda l'année passée. Vous voyez qu'il y a une véritable impasse. Mais au-delà même des confessions religieuses, il y a Ensemble qui ne veut pas envoyer ses délégués. Il y a le FCC qui dit qu'il ne va pas envoyer ses délégués. L'impasse est généralisée. Ne pas le reconnaître, honnêtement, c'est un peu faire fi sur la réalité. Vous proposez quoi, Félix Tshisekedi? Ce que nous proposons au président de la République, puisque c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, premièrement, c'est qu'il faut revoir cette loi. Revoir cette loi pour 2 objectifs. Ah, vous voulez qu'on revienne à la loi? Nous pensons qu'il est important de revoir cette loi-là. La loi, mais il a déjà promulgué. Justement, nous pensons qu'il est important de revenir là-dessus pour 2 raisons. Premièrement, puisque nous ne pouvons pas dépolitiser complètement la CENI, ça c'est clair, mais il nous faut au moins neutraliser les influences politiques à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que les confessions religieuses ne désignent plus le président de la CENI, que chaque composante envoie à la CENI ses représentants ou ses délégués, et qu'eux-mêmes, en interne, organisent des élections pour désigner les membres du bureau, un peu comme ça se fait au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est de rendre collégial le mode de décision au niveau de la CENI, ne pas donner au président de la CENI des pouvoirs prépondérants. L'objectif, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, cette impasse est aussi le fruit d'une méfiance entre les forces politiques. D'un côté, on a le pouvoir, qui estime qu'il y a une main noire derrière les institutions religieuses de la Sainte catholique et de l'ECC. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur un certain nombre de choses, mais je vois ici, il y a un certain nombre de points qui intéressent absolument ceux qui nous suivent en ce moment. Il y a la loi Tchani et ses implications, il y a l'économie, avec tout ce qu'il y a comme problème de baisse de niveau des vies de la population. Il y a la gouvernance qui pose problème également. Mais ce qui m'importe, moi, d'abord, dans ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est de dire et de préciser au niveau du centre, qui est votre mouvement politique. Comme nous sommes en direct, j'aimerais que ceux qui nous suivent aussi posent quelques questions. Les langages que vous tenez là, maintenant, c'est un langage qui est partagé par les gens du FCC ou c'est tout simplement, encore une fois, le centre qui veut se distinguer pour se faire remarquer? Parce qu'on sait que Germain Kambinga, c'est un peu
Ça s'adaptait avec son beau français et tout ça. Non, pas du tout. Vous le ressemblez un tout petit peu. Il ne s'agit pas simplement de se faire remarquer. De se faire remarquer, non, pas du tout. Vous savez, le FCC lui-même a conditionné l'envoi de ses délégués par l'obtention d'un consensus. En d'autres termes, nous disons exactement la même chose. L'unanimité ou consensus? Il parle de consensus. Il faut qu'il y ait un consensus sur les règles du jeu avant qu'on y aille. Les questions électorales sont extrêmement importantes et elles engagent tout le monde. Nous avions espéré que la loi qui a été votée allait consacrer la dépolitisation de la CENI. C'est pourquoi nous disons que le mal vient de la loi. Et comme le mal vient de la loi, il faut réviser la loi. Mais si la majorité estime qu'elle est majorité, oui, et qu'elle a fait son boulot, et qu'il n'est pas important faire quoi de revenir en arrière, nous pensons que la réalité va rattraper tout le monde. C'est quoi la réalité? C'est pourquoi la réalité, c'est l'impasse. La réalité, c'est un processus électoral. Donc vous voulez créer une crise? C'est une crise qui est déjà créée par la loi. Nous ne créons pas de crise. La crise, elle est là. Mais si vous adoptez la politique de la chaise vide, vous n'envoyez personne. Mais si on n'envoie personne, si l'opposition n'envoie personne, alors que la loi demande à ce qu'ils envoient, comment la CENI, elle fonctionne? Il y a une impasse qui s'installe. Mais le pays va être bloqué par vos calculs? Le pays a besoin d'avoir un consensus sur les règles du jeu des élections de 2023. C'est important, pourquoi? L'enjeu des élections de 2023, nous pensons qu'il est différent des enjeux des élections passées. Le Congo a déjà connu, pour la première fois en 2006, des élections démocratiques pour élire un président de la République. C'était la première fois que nous le faisions et ça n'était pas encore arrivé par le passé, surtout que nous sortions d'une période de dictature. Il fallait installer des institutions démocratiquement élues. Nous l'avons fait. C'était l'enjeu des élections de 2006. On peut tout redire là-dessus, mais l'enjeu, ou je veux dire, les élections de 2006 étaient au rendez-vous de cet enjeu-là. Ensuite, il y a eu les élections de 2018. Les élections de 2018, leur enjeu principal, c'était une alternance au sommet de l'État. Il y a eu l'alternance. Et il y a eu cette alternance-là. Tous les critiques qu'on peut faire sur les élections de 2018 sont valables. Mais peuvent être valables ou pas, mais ces élections-là ont répondu à l'enjeu de 2018. Alors, quel est l'enjeu des élections de 2023? C'est quoi? Pour nous, c'est la transparence. Parce que nous pensons qu'à partir du moment où les Congolais ont vu un président de la République qui avait tous les pouvoirs entre ses mains, qui avait le pouvoir sur l'armée, sur les institutions, etc., laisser le pouvoir, d'ailleurs, à un opposant, et ensuite, il n'est plus président aujourd'hui, il continue à vivre, les Congolais goûtent à la liberté. Et leur envie de liberté, et surtout de voir leur choix être respecté dans les urnes, a décuplé. C'est pourquoi nous disons que l'enjeu... Vous voulez créer une situation de cafouillage pour dire que Tshisekedi n'a pas organisé de bonnes élections? Pas du tout. Ce que nous disons en termes clairs, c'est que si en 2023, le peuple congolais dit que ce n'est plus Félix Tshisekedi qui est président de la République, oui, eh bien que le président de la CENI soit capable de l'annoncer. Si c'est lui, donc naturellement... vous êtes comme les catholiques qui se méfient de Kadima. Nous ne sommes pas dans cette... Nous sommes conscients qu'il y a des pesanteurs politiques. Notre proposition à nous, c'est de neutraliser ces pesanteurs-là au sein de la CENI, où, à défaut, il faut dialoguer. Parce que si nous ne dialoguons pas, le processus, il est flou devant nous. Mais il y a aussi une disposition qui a été proposée dernièrement, la loi Chani, sur la nationalité, etc. On dit que c'est une loi anti-Katumbi, mais le FCC ne s'est pas beaucoup prononcé là-dessus. Que pense le centre? Non, j'ai suivi un certain nombre de cadres du FCC fustiger cette loi. Oui, d'accord, mais... Nous, au centre, ce que nous pensons, d'abord, lorsque nous avons vu le débat j'étais sur la place publique, nous avons pensé que c'était une initiative d'un homme politique à la recherche du buzz, un peu comme tout le monde. Ça a été adopté par un député. Hein. Mais à partir du moment où un député endosse la loi, et que nous suivons le président de l'Assemblée nationale lui-même dire qu'elle mérite d'être débattue, nous nous disons qu'il y a un danger. Mais vous dites qu'il y a un danger? Exactement. À quel niveau? Parce que cette loi va créer des Congolais de seconde zone. Prenons le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes au dialogue de Sun City. Nous sortons d'une période de conflit armé. Le Congo était divisé. Et les enfants du Congo décident de ne pas obéir à un certain nombre de courants de pensée, de think tanks américains qui pensaient que la région des Grands Lacs, il fallait y créer un chaos constructif, c'est-à-dire mettre le chaos à la fois au Congo, au Zaïre à l'époque, au Rwanda, etc., avec toutes les guerres qu'il y a eu, les génocides rwandais, pour que de ce chaos émerge
de nouveaux leaderships et avec à la clé la partition du Congo, la balkanisation. Les enfants du Congo à l'époque décident de dire non. Et ils vont à Sun City, mais cette volonté de rester ensemble est traduite par un consensus. C'est la constitution que nous avons eue issue de Sun City, qui a été approuvée par les Congolais au référendum. Et parmi les questions importantes qui les unit, c'est la question de la nationalité. La loi Tchani... Mais là, on pensait plus au doute des Banyamulenge et les autres. Hein. Aujourd'hui, on protège les institutions avec une loi spécifique. Exactement. Pour être président de la République, certaines fonctions régaliennes, il faut être de père et de mère. C'est une garantie quand même. Vous savez, c'est exactement la même méthode qui a été employée dans beaucoup d'autres pays qui se sont aventurés sur cette voie-là. Le bouc émissaire. Il fallait pointer un certain nombre de Donc, Katumbi est bouc émissaire aujourd'hui? Je ne parle pas de Katumbi. C'est quand même un peu bizarre, le FCC qui vole au secours de Katumbi. Je ne suis pas là pour voler au secours de Katumbi. Permettez-moi de finir mon idée, parce que c'est là que nous sommes. Oui, nous ne sommes pas dans la défense des individus. Nous disons que les enfants du Congo, à l'époque, ont eu un consensus pour sauver le pays de la balkanisation. Parce que vous dites que cette loi va nous protéger de l'infiltration, de la balkanisation, etc. Mais je vais vous démontrer que cette loi porte en elle les germes du contraire. Cette loi nous expose finalement à la balkanisation parce qu'elle tue le consensus de Sun City. C'est le consensus de Sun City, notamment sur la question de la nationalité, qui nous maintient ensemble. Pour que la loi Tchani passe, il faut que la définition de la nationalité change. Les enfants du Congo... Donc il faut modifier la Constitution? Exactement. Autrement, ce n'est pas possible. Parce que la Constitution est claire, pour qu'il y ait un candidat, pour que vous soyez candidat aux élections présidentielles, vous devez être Congolais d'origine. Et la définition du Congolais d'origine, elle est faite non pas dans une loi organique, c'est dans la Constitution. Et c'est clair là-dessus. Donc pour que la loi Tchani passe, il faut une modification de la Constitution. Mais tout ça, de même, c'est pas possible. Ça, c'est tuer ce consensus que nous avons eu. Et c'est inacceptable. Docteur Mwamba, quand même, qu'on se le dise, toutes les dispositions, notamment la loi Tchani, c'est quand même dans l'intérêt des Congolais. Vous avez l'air de défendre des étrangers là. Nous sommes en train de dire que ce n'est pas du tout dans l'intérêt des Congolais. Parce que lorsque les Congolais avaient décidé de privilégier leur intérêt à Sun City, ils avaient choisi que la nationalité soit ce qu'elle est. Que l'on accepte des gens qui ont une origine dans les ethnies qui faisaient partie de ce qui est devenu la République démocratique du Congo. C'était une question qui avait été débattue et un consensus a été trouvé à l'époque. Et de plus, cela a été approuvé par le peuple congolais par référendum. Donc, tuer ce consensus-là, c'est justement exposer le Congo à la balkanisation. Il y a un point sur lequel, ou des points sur lesquels aujourd'hui les peuples ne semblent pas vous écouter, c'est le train de vie. C'est les conditions de vie de la population. Exactement. Et Tshisekedi est là, on voit la gratuité de l'enseignement qui fonctionne, on voit la baisse des produits de première nécessité, par exemple, les surgelés, les congelés. Il vient de proposer aujourd'hui la baisse des prix des transports. En 2023, si jamais il y a élection, l'FCC va proposer quoi? Vous savez... c'est que vous n'avez pas fait. L'Union sacrée est en train de le faire. On a augmenté les réserves d'échange. On arrête les gens. Vous, FCC, vous n'arrêtez pas les gens, les centres et tout ça. Voilà. Vous savez, déjà le FCC, le centre, nous sommes au FCC, donc dans l'opposition. Oui. D'ailleurs, nous avons été minorisés à l'Assemblée nationale de la façon la plus rocambolesque. Le peuple a choisi. Hein. Non, ce n'est pas le peuple. Non, excusez-moi, le peuple a élu le FCC à la majorité aux élections de 2018. Ce qui s'est passé... Oui, mais ces gens-là, ils ont quitté le mal pour le bien. Ce qui s'est passé pour la création de l'Union sacrée, oui, c'est rocambolesque. Pour nous, c'est un miracle parce qu'il y a à boire et à manger dedans. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ce que nous disons, c'est que, vous savez, pour nous, la conception de l'opposition, ce n'est pas forcément la haine de voir le président de la République échouer. Ce n'est pas ça. Non, mais il est en train de réussir, là, vous avez échoué. Nous apportons des critiques plutôt constructives et même des propositions. Vous parlez de la baisse des prix des billets d'avion, par exemple. Billets d'avion, réserve d'échange, les premières nécessités, c'est pas la fin de l'impunité. Parlons de ce qui est décidé. C'est les prix, la baisse des prix des billets d'avion. Oui. Vous savez, nous pensons que les prix des biens et des services ne se décrètent pas. Ça, c'est notre avis. Ah bon? Ces prix ne se décrètent pas. Ils obéissent à des lois économiques. Moi, je suis médecin. On m'a appris la rigueur de la science. Et je pense que les économistes aussi. Nous sommes dans le domaine de la science.
et il y a des lois auxquelles les décisions politiques doivent obéir. Ils répondent aux... Mais il y a la réglementation. Justement, allons-y. Ce que reprochent d'ailleurs ces compagnies d'aviation à cette mesure du ministre de l'économie, premièrement, c'est qu'il décide un prix unique. Ça, c'est la première chose. Il décide un prix unique. Il n'y a même pas des fourchettes, parce que les différents services peuvent varier en fonction des compagnies aériennes. Donc, le mieux, c'est un peu le modèle qu'avait signé le ministre de l'économie en 2015, où il y avait eu des paliers. Alors, ça, ce n'est pas le cas. Ici, il décide un prix uniforme pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le prix baisse d'environ 42% en moyenne. Et donc, une baisse du chiffre d'affaires de 42%. Et il y a une méthode d'appréciation du ministre de l'économie sur ce qu'ils ont appelé le prix par kilomètre transporté. Oui. Les experts du ministre de l'économie, eux, ils disent qu'ils ne se sont basés sur aucun élément technique probant pour proposer que ce soit fait sur les 2500. Non, si vous allez sur les sites de Air France, vous trouverez qu'un A320, par exemple, il consomme 4000 litres par heure. Mais les experts du ministre de l'économie, eux, ils disent que c'est 2500. Donc il y a... Ils ont mal travaillé pour vous? Nous pensons qu'ils se sont basés sur aucun élément technique probant pour proposer ces mesures-là. Mais ce que nous disons, c'est que les taxes que le ministre de l'économie promet de supprimer ne représentent en réalité que 25% du coût total du billet, alors que les prix vont jusqu'à 40%. Ce que nous disons clairement, c'est que les conséquences seront néfastes. Premièrement, et lesquelles? Premièrement, c'est que les compagnies aériennes, voyant qu'ils ne peuvent plus tenir les coûts, parce qu'il y en a qui louent des avions à l'étranger, etc. Les coûts de maintenance, ce sont des charges fixes, d'ailleurs, qui continuaient à être payées pendant la période Covid où les vols étaient interdits. En interne, ils viennent d'une période très difficile, eh bien, ils ne sauront pas tenir les coûts par rapport à certaines lignes à travers les pays, elles seront fermées. Ça, c'est le premier impact. Deuxièmement, c'est que tous ces avions qui sont en location, c'est-à-dire qu'ils les ont loués d'autres pays, ils ne pourront plus continuer à les louer, faute de bénéfices. Et donc, à partir de ce moment-là, nous retrouverons très vite le phénomène des cercueils volants avec les Antonov qui reviendront. Là, et à la limite, là, vous êtes fataliste, pessimiste. Nous ne sommes pas fatalistes. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes jaloux des réussites de Tshisekedi? Être jaloux, non. Vous savez, nous sommes peut-être par rapport à ceux qui le conseillent ou ceux qui le soutiennent, nous sommes peut-être ceux qui... Des choses que vous êtes incapables de faire, aujourd'hui, il les fait. Non, écoutez, il ne faut pas dire que ce sont des choses que nous étions incapables de faire. Nous, le FCC, nous avons fait ce que nous avons pu faire jusque-là, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'opposition aujourd'hui et surtout qu'on a l'expérience du pouvoir. Donc nous sommes mieux placés pour critiquer ce qui est fait. Et nous disons que là, il y a un problème. Parce que c'est fait un peu dans un élan de populisme d'État, ce qui est très mauvais. Populisme? Mais si c'était facile aussi à faire, il fallait le faire. Prenons un exemple. Récemment, il y a eu le dollar qui avait baissé jusqu'à 1500 francs congolais pour le dollar. C'était une mesure apparemment salutaire pour les Congolais, mais en réalité, on s'est très vite rendu compte que c'était fantaisiste. Mais quand le Premier ministre dit qu'il a assaini les finances publiques, il a augmenté les réserves d'échange, aujourd'hui on arrête des gens, c'est pas du populisme ça? On arrête des gens? Oui. Même le directeur du cabinet du président est en prison. Allons sur ce terrain-là. C'est vrai, cet élan, ce qu'on appelle l'état de droit, avec... tout ce battage médiatique avec l'inspection générale des finances, etc. Mais le reproche que nous pouvons en faire, c'est que nous avons plutôt l'impression que ces gens qui sont arrêtés, c'est soit les gens qui font un tout petit peu ombrage au président de la République ou qui ne sont pas dans son camp politique. Ah bon? Si vous regardez toutes ces personnes qui sont inquiétées, la plupart, ce sont des gens soit qui ont fait ombrage au président, soit qui ont osé lever la tête contre lui. Et au même moment, il y en a qui ont des affaires judiciaires, il y en a qui ont des rapports d'IGF pendant et ils ne sont pas inquiétés. Donc, nous disons que c'est quand même un état de droit à double vitesse, à ce rythme-là. Et puis, la vitesse avec laquelle l'on suspend ou que l'on condamne les gens, ça laisse à désirer. Dans certains, mais si la justice peut aller plus vite qu'à votre époque, non, écoutez, il faut bien la féliciter. Je pense que les enquêtes, et d'ailleurs ça se fait sous autres cieux, les enquêtes sur les détournements des deniers publics font sous d'autres cieux plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que ce sont des affaires sérieuses
qui nécessite justement des enquêtes sérieuses là-dessus. On ne peut pas se baser sur une enquête, d'ailleurs, la plupart du temps contredit ou contesté par d'autres enquêtes pour condamner des gens. Et d'ailleurs, nous pensons. Donc pour vous, il ne faut même pas arrêter quelqu'un. Nous ne disons pas. S'il a détourné, s'il a fait des choses. Nous ne disons pas oui. qu'il faut arrêter quelqu'un. Il ne faut pas arrêter. Oui. Mais nous disons que la règle commune doit être la même pour tout le monde. Si on doit arrêter X qui n'est pas dans le camp du président, qu'on arrête Y qui est dans son camp aussi. À partir du moment où il y a 2 poids 2 mesures, là nous disons. Mais dites-moi, M. Mwamba, question quand même de provocation. Rodrigue Mwamba, vous êtes bien dit Kassai. Exactement. Oui. Comment pouvez-vous vous opposer à votre frère? Tout simplement parce que je crois dans la nation et non pas dans la tribu. Oui, mais depuis quelque temps, on dit que les Kassaïens qui étaient maltraités pendant plusieurs années, ils avaient des problèmes, etc. Pour une fois qu'ils commencent aussi à avoir des responsabilités, pourquoi vous, les gens de l'opposition, vous tribalisez les choses? Vous savez, le tribalisme, c'est pas forcément oui, mais les parce gens. Que vous voyez dans toutes les nominations du tribalisme, ça n'est pas dans la classe politique, le tribalisme. Pendant la période de Mobutu, il y avait bien les jeunes équateurs. Je vous prie d'aller dans la rue. Moi, je suis médecin et ma position me place un peu dans une position où je suis vraiment en contact avec le peuple, avec tout le monde. Oui. Sortez. Allez rouler le soir sur le boulevard du Lumumba, en allant vers la Tchangou. Oui, il y a quoi? Regardez les gens qui marchent à pied, en rentrant, et ceux qui sont sur les motos. Tirez attention et entendez ce qu'ils se disent. Ils disent quoi? Il y en a qui se disent, Boyiba Kibiso, victoire Nabiso, Bozela Bokomona. Il y en a d'autres qui estiment qu'ils sont maintenant les rois du monde. Voyez-vous, le tribalisme, il est ancré maintenant socialement dans notre société. Ça, c'est votre lecture à vous, les gens du FCC. C'est ce que nous disons. Vous surfez sur les frustrations des gens pour déstabiliser Tshisekedi, c'est ça? Le tribalisme, aujourd'hui, c'est une réalité beaucoup plus que hier. C'est un véritable... Mais quand les Swahiliphones avaient le pouvoir, pourquoi il n'y avait pas ces comportements-là? Pourquoi vous pensez seulement que voilà, c'est les Kassaïens aujourd'hui qui sont tribalistes? Qu'il est exacerbé. Nous pensons que les Kassaïens, parfois, ils en ont ras-le-bol d'être, pour une fois qu'ils sont au pouvoir, ils pensent que voilà, on nous critique un peu trop, mais nous disons qu'il faut, Étienne Tshisekedi disait que pour construire la nation, il faut effacer le tribalisme, la tribu. Nous sommes dans cette façon-là de voir les choses. Donc alors, nous ne pensons pas que la nation peut émerger si nous restons sur... revenons à la politique. Aujourd'hui, les centres font partie du FCC. Mais c'est quoi votre calendrier politique? On a l'impression que depuis qu'on vous a chamboulé au niveau de l'Assemblée nationale, il ne se passe rien. À peine de temps en temps, Germain Kambinga sort un peu, vous êtes le nouveau porte-parole. Non, comme si Germain Kambinga, il est... Vous êtes des observateurs maintenant d'AV politique? Non, pas du tout. Germain Kambinga, après la leçon que nous avons eue en 2018, oui, nous n'avons pas atteint le seuil parce qu'en moins d'une année, nous avons créé le centre, nous avons participé aux élections avec plus ou moins 300 candidats au niveau des législatives nationales. Mais vous avez eu de mauvais résultats. On a eu environ 145 000 voix, on n'a pas atteint le seuil, ça c'est clair. Alors nous avons d'abord commencé par faire une autocritique et nous avons résolu, premièrement, ce qu'il fallait renforcer la présence du centre à l'intérieur du pays. Et ça, on ne le fait pas avec les brouilles. Et vous êtes représenté où? Nous sommes représentés. On a l'impression que le centre, c'est vous et Germain Kambinga, ça s'arrête là. Le centre, c'est aussi le pasteur Ngoï Mulunda. Le centre, c'est... Qui est en prison? Qui est en prison, et vous n'avez rien fait pour lui? Si, nous avons fait ce que tous les mouvements politiques feraient, des déclarations, et nous sommes dans des démarches pour essayer de chercher l'implication du président de la République par rapport à sa situation. Il est malade, il doit être évacué, et le centre se prononce là-dessus. Et Germain Kambinga, en ce moment, il est occupé justement à renforcer la présence du centre au niveau national et surtout au Bandundu, partout. On a déjà commencé ce travail-là. Et bien entendu, puisque le climat politique ou le débat politique, nous constatons, a perdu beaucoup de qualité. Je crois que Germain Kambinga, il est aussi dans la démarche de la formation de futurs animateurs politiques. Bon, admettons, comme vous êtes toujours pour les dialogues, etc., si Félix Tshisekedi fait appel à vous, comme il a fait pour l'Union sacrée, vous allez y aller? Félix, nous sommes au FCC. Le Félix Tshisekedi, s'il fait appel au FCC, nous irons. Mais les Lambert Mende sont partis. Pourquoi vous êtes restés? Nous sommes au FCC. Donc nous pensons que nous œuvrons dans ce cadre-là. Nous sommes au FCC. Mais sur ce fauteuil, Lambert Mende a dit que même ceux qui sont là-bas, ils sont toujours FCC. Vous savez, l'union sacrée de la nation, oui, que
que nous avons vu naître, nous pensons que c'est un rendez-vous d'opportunisme. Je crois que les Congolais ne sont plus dans... Comment vous avez l'air de dénigrer vos camarades qui sont partis là-bas? On ne les dénigre pas, c'est une observation que nous faisons. Mais vous dites que c'était quelque chose de potentiel. Enfin, parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à l'expliquer. C'est quoi l'union sacrée? Ils ont adhéré à une vision. Les uns pourraient être protégés peut-être, parce que nous remarquons que dans les mêmes conditions, certains sont inquiétés, en tout cas ceux qui sont restés au FCC, et ceux qui sont partis là-bas ne le sont pas. Donc il y a une fois à l'opportunisme qui s'est déroulé au travers de l'union sacrée, et nous avons refusé de nous inscrire dans cette logique-là. Nous pensons que les Congolais ont besoin, lorsqu'ils vont juger en 2023 les acteurs politiques, ils veulent voir un peu de la lisibilité par rapport au parcours. Nous avons choisi la constance. Aujourd'hui, vous pesez combien le centre, vous? Nous pensons que nous contribuons de manière... Nous pensons que nous contribuons, nous sommes et dans le FCC et au niveau de la classe politique nationale, nous pensons que nous sommes parmi ceux qui participent le plus au débat politique. Je pense que sur ce point de vue-là, notre force de proposition, notre voix, elle est entendue. Vous avez dit vous-même que beaucoup, même au FCC, ne parlent plus. Nous continuons à exister sur ce plan de vue-là. Question de confiance, parce que vous êtes très suivi. Il y a les jeunes qui vous suivent en ce moment, vous êtes jeune médecin. Félix Tshisekedi, il a échoué, il a réussi. Nous disons que c'est trop tôt. Nous disons que c'est trop tôt pour évaluer son bilan, mais nous constatons quand même qu'il y a beaucoup de volontarisme parce qu'il annonce beaucoup de choses, mais qu'après, il y a quand même beaucoup de choses à redire sur la pratique, sur la façon dont les choses sont faites. Donc nous pensons quand même que voilà, nous attendrons la fin de son mandat, mais pour l'instant, il y a beaucoup de volonté, mais peu de réalisation. Est-ce que vous vous préparez déjà pour 2023? Exactement. Vous allez constater que la machine est déjà verrouillée et vous allez dire on ne participe pas aux élections. Non, nous n'avons jamais été pour cette façon de voir les choses. Nous nous préparons. Mais parce que et c'est pourquoi, tout à l'heure... Le processus électoral, il est vissé, on est dans les passes, tout ça. Est-ce que vous préparez concrètement? Notre préparation, c'est aussi notre proposition. Parce que nous constatons qu'il y a une impasse et nous faisons une proposition de sortie de crise, comme tout le monde aime le dire. C'est déjà notre façon de participer au processus électoral. Mais bien entendu, nous continuons à nous préparer parce que nous irons aux élections. Simplement, nous ne voulons pas aller aux élections avec les sentiments d'y aller avec un pouvoir ou des gens qui considèrent que c'est leur pouvoir et qu'ils vont le défendre à tout prix, quitte à inféoder la CENI ou distribuer des armes à leurs militants. Nous disons ça, nous ne sommes pas prêts à aller dans ce genre de... Vous avez quel pouvoir de coercition? Vous n'avez rien? Ça veut dire? Vous allez imposer comment? Non, si le processus va tel qu'il est en train de partir. Je crois que les Congolais qui nous suivent sont beaucoup plus lucides pour comprendre où est le problème. Et je crois que les Congolais se prendront en charge. Ce ne sera pas nous. Nous, on est un parti civil. Article 64 ? Nous pensons que les Congolais se prendront en charge eux-mêmes. Mais alors, tradition, ce processus, le mot se prendre en charge, c'est Étienne Tshisekedi, ça? Non. Vous empruntez maintenant son langage? C'est un langage de la Constitution. La Constitution le consacre et nous pensons que c'est aux Congolais qui sont friands de leur liberté, qui veulent... qui sont jaloux de cette liberté, ils ne vont pas la laisser passer, eh bien les Congolais se prendront en charge, tout simplement. Nous n'avons pour rôle de tirer la sonnette d'alarme. Merci beaucoup, Dr Rodrigue Mwamba, vous êtes porte-parole du centre, et on espère que tout ce que vous avez annoncé ici pourront avoir, on va dire, une suite, étant donné que la loi, elle est déjà aujourd'hui promulguée par les chefs de l'État au niveau des élections, mais que la commission paritaire pourra peut-être... décider du prochain président de la CENI, l'opposition, vous aurez à contester peut-être dans la rue. Voilà, question juste derrière, avant de conclure. Est-ce que la rue répond aujourd'hui au FCC? La rue. Si la rue répond au FCC, oui. La rue répond aux besoins de la liberté. Et nous défendons la liberté, nous défendons le peuple. Avec qui? Nous ne défendons pas, entre guillemets, des chapelles politiques. Aujourd'hui, si la rue ne répond pas. Le centre, non, elle répondra. Les Congolais sont friands et jaloux de leur liberté. Et je peux vous assurer qu'ils ne vont pas vouloir aller dans un processus électoral où ils auront encore l'impression qu'on leur a volé leur victoire. Merci beaucoup. Continuez à suivre votre programme. Ça continue en rediffusion autant de fois que vous voulez. À très bientôt.